Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Lydia Guirousse et Françoise Cowell. Il y a 2 ans, jour pour jour, le 17 mars 2020 à midi, premier confinement, il allait durer jusqu'au 11 mai, soit 1 mois et 25 jours. Ça vous rappelle des souvenirs, attestation de sortie, 1 heure par jour, 1 kilomètre, amende de 135 €, avec des abus comme une famille verbalisée notamment en revenant d'un enterrement. Vous vous rappelez également les supermarchés avec les biens qui étaient essentiels et ceux qui ne l'étaient pas. La lecture et la culture n'étaient pas essentielles. Vous vous rappelez de ces moments quand vous sortiez où la France était un pays fantôme avec des scènes surréalistes et des rues de grandes villes vides. Une vie surréaliste qui a laissé des traces chez de nombreux Français puisque durant le premier confinement, les hospitalisations d'enfants de moins de 5 ans pour cause de violences physiques ont augmenté de 50%. Les interventions de la police à domicile pour violences intraconjugales ont augmenté de 42% et que le nombre d'appels au 3919, c'est le numéro pour les à destination des victimes de violences sexistes et sexuelles, a triplé par rapport à la même période de l'année précédente. 2 ans après, avez-vous encore des séquelles du confinement et vous êtes 73,1% à dire oui. Avec nous, le docteur Stéphane Amar, docteur en psychopathologie et psychanalyse. Bonsoir Stéphane Amar. Bonsoir Philippe. 2 ans après, vous êtes praticien, quelles sont les séquelles les plus prégnantes ? Alors, ce qui a été troublant, c'est qu'effectivement, on a vu les premiers effets psychopathologiques à partir du premier déconfinement. Et ça n'a, à l'heure d'aujourd'hui, pas cessé. C'est important de le dire. Et c'est quoi les principales auxquelles vous avez assisté au début, où vous avez assisté à des problèmes psychologiques suite au confinement ? Oui, alors je dis au confinement, ça peut être au singulier ou au pluriel, comme il y en a eu 3. Oui, bien sûr. Alors, il y a eu des détresses de toutes sortes. J'étais venu à plusieurs reprises pour parler de celle des adolescents, qui avait été quand même extrêmement perturbante, troublante, éreintante même pour les professionnels, dont moi-même. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que ça ne s'est pas arrêté. Ça se traduisait essentiellement par des tentatives de suicide. Donc c'est évidemment pas rien. Alors il n'y a pas eu que ça, hein, évidemment, mais beaucoup de gens, et encore aujourd'hui, disent, pas toujours d'ailleurs en faisant directement le lien, à quel point nous sommes dans une période extrêmement perturbante et fragilisante. Oui. Philippe Bilger. En fait, si j'ai le droit à excusez-moi, ironie. Oui, allez-y. Je vais vous poser une question à toutes les vraies voix. Faites votre seconde ironie et je vous poserai une question. Non, je voulais dire, j'espère que les séquelles que j'ai ne vont pas se révéler au cours de l'émission. C'est peut-être déjà fait d'ailleurs. Mais justement, je voulais vous poser une question, Philippe Bilger, et je vais poser la même à toutes les vraies voix. Est-ce qu'il y a une séquelle que vous pensez avoir du confinement, Philippe Bilger ? Alors là, je vais être sérieux et répondre, non pas répondre, mais j'ai écouté avec beaucoup d'attention ce qu'a dit Monsieur Amar. C'est le fait que je distinguerais mon cas personnel qui n'a jamais détesté l'idée du confinement, pour moi, dans la mesure où il a peu changé mon mode de vie habituel. En revanche, je suis tout à fait ému par l'ensemble des dysfonctionnements sanitaires, familiaux, sociaux, psychologiques, psychiatriques qui ont affecté tous les gens qui, dans des conditions difficiles, ont tenté d'affronter les confinements. Vous avez eu raison de parler au pluriel, Philippe. Et donc, je suis avec beaucoup d'attention ce qu'a dit Monsieur Amar, parce que je ne parvenais pas bien à comprendre, en définitive, ce qui pouvait résulter de totalement négatif pour certaines personnalités de ce confinement qui était imposé par, je dirais, le fléau sanitaire. Justement, pour répondre à Philippe Bilger, Stéphane Amar, est-ce qu'il y a eu une incompréhension entre ceux qui avaient des souffrances, des pathologies et celles et ceux qui n'en avaient pas ? Vous pouvez préciser ? Par exemple, vous avez un enfant qui se sent mal et les parents ne comprennent pas qu'ils se sentent mal à cause du confinement et ça explique les violences intrafamiliales ou sur les enfants qui ont explosé. Oui, sans aucun doute. J'ai moi-même eu du mal, je vous avoue, à comprendre à quel point ces ados, d'abord en nombre, passaient par ce que je disais, des tentatives de suicide, mais aussi
le caractère radical de ce désir de mort qu'on ne retrouvait pas jusque-là. Donc évidemment que c'est extrêmement compliqué de comprendre, et de surcroît, lorsque on voit ça après un déconfinement, on pourrait s'attendre à ce que tout le monde aille bien, tout le monde saute de joie, et en réalité, ce qu'on a vu, c'est qu'effectivement, ça avait perturbé tout le réseau finalement qui permettait à ces jeunes, et pas seulement aux jeunes, je le rappelle, de pouvoir tenir autant que faire se peut avec les fragilités qu'ils avaient. Lydia Guiroux, est-ce que vous avez une séquelle du confinement ? Non, je pense pas avoir de séquelles du confinement, parce que le premier, je l'ai plutôt bien vécu. J'attendais mon deuxième enfant, donc voilà, ça allait. Même s'il y avait des choses que je trouvais absolument surréalistes de vivre, cette façon de devoir toujours justifier le moins de ce déplacement. Ce qui m'agaçait très fortement, c'était le regard de certains qui voyaient dans l'autre comme un énorme contaminateur potentiel. Ou quand vous promeniez avec moi, ma fille avait 2 ans et demi à l'époque. J'ai vu des personnes faire des bonds et vraiment quitter le trottoir pour aller de l'autre côté en regardant mon enfant comme si c'était un énorme microbe. Enfin, il y a eu voilà, il y a eu des moments et des réactions comme ça qui étaient assez inquiétantes sur la nature humaine et comment on pouvait basculer très rapidement. C'est vraiment le rapport aux autres, je trouve, qui avait changé. La délation, etc. C'est revenu vraiment. Ah oui, moi je me souviens d'une scène, j'étais à la campagne et un monsieur est passé, j'étais avec ma fille face à une vache. Un monsieur est passé, il m'a dit vous n'avez pas le droit d'être ici. Je lui ai dit ah bon, merci pour ce contrôle monsieur. Et puis effectivement le monsieur a appelé la gendarmerie qui est venue, m'a demandé mon attestation. Je leur ai montré que j'étais dans le 1 km, que j'étais dans l'horaire et je leur ai dit vous inquiétez pas, je vais pas la contaminer, elle va pas me contaminer la vache. Donc on retrouve un peu de bon sens et tout, mais voilà, il y a eu des scènes assez surréalistes comme ça. Moi ce qui m'avait fait souffrir, c'était surtout la frustration d'être limité, d'être contrôlé pour des choses qui étaient anodines et le fait qu'on ne soit plus responsable. On a l'impression d'être vraiment comme des enfants. Mais alors, je donnais des cours en parallèle lors du deuxième confinement. Là, c'était plus difficile puisque c'était à Paris, c'était en hiver, c'était avec 2 enfants dont un nouveau-né. Et dans ces cours, j'interrogeais beaucoup les élèves. C'était des jeunes qui avaient entre 21 et 23 ans. Et ils avaient souffert du premier confinement, ils souffraient du second évidemment, avec cet isolement très fort, mais ce qui les faisait souffrir, c'était le manque de projection, le manque d'espoir. Et en fait, c'était passager d'être face à des écrans pendant 8 heures par jour avec des profs à distance, tout, mais c'est surtout l'après. Ils ne voyaient pas ce que pouvait être l'après. Et aujourd'hui, avec la crise ukrainienne, cette guerre, j'ai peur, et vous me le direz, docteur, dans vos consultations, si vous le constatez, qu'il y a une accumulation de trop. J'ai l'impression que les jeunes sont encore plus inquiets. Après avoir eu du mal à se projeter après le confinement et le Covid, est-ce qu'ils ont encore du mal à se projeter aujourd'hui ? Docteur Stéphane Amar. Oui, mais c'est certain que ça a l'air de faire passer, enfin cette guerre a l'air de faire passer sous le tapis cette question du Covid et qui reste finalement avec des points de suspension. On nous libère du masque et puis en même temps on nous dit attention, ça va revenir. Enfin bon, de toute façon, cette question est loin d'être réglée et à mon avis va mettre du temps pour chacun de nous. En effet, on passe d'une épidémie à connotation potentiellement létale pour tout le monde à une guerre potentiellement mondiale. Tout va bien. C'est vrai que les années 2020 font rêver. Françoise Coël, même question qu'aux autres vraies voix. Vous avez des séquelles pour vous qui vous sont restées du confinement ? Non, oui, plus dans le cœur, parce que je pense qu'on a réalisé des choses, on a une autre nouvelle conscience du temps qui passe, on a parfois plus pris soin de soi, on s'est peut-être plus écouté. Bon, moi j'ai eu l'impression que ça a été un grand nettoyage de printemps dans mon cerveau et donc je vais plutôt bien, c'est plutôt rafraîchissant, ça m'a remis un peu les idées en place aussi, donc c'était plutôt sympa et je me sens bien redynamisée, mais c'est vrai que, comme tu disais Lydia, j'ai eu de la chance aussi de le vivre assez bien, voilà, dans le domaine de la culture évidemment, moi c'était compliqué, mais bon voilà, j'essaye de rebondir, j'ai trouvé des idées, tout, j'ai fait fonctionner ma créativité. Et au lieu de rester à me dire, j'ai l'intelligence, l'intelligence d'une huître et la mémoire d'un poisson rouge, je vais essayer de remettre tout ça en route. Donc c'est un peu ce que j'ai fait. Mais en effet, je pense, vous avez raison, bien sûr tous les deux, et vous docteur, vous le dites très bien, les effets sont délétères, ils vont être sur de la longue durée, il y a la guerre en trop, il y a à un moment donné, là, il y a une espèce de perte de confiance dans le temps qui passe, qui fait que
je pense qu'il y aura des répercussions beaucoup sur les apprentissages, sur la mémoire des enfants, sur l'attention qu'ils sont capables de porter au monde qui est autour d'eux. Ils sont abreuvés de médias négatifs. Enfin bon, donc je crains malheureusement que tout ça ait des conséquences longues, terribles et extrêmement funestes. Mais bon, il faut garder le moral et essayer de se remettre en route. Les conséquences vont être longues? Ah oui, je pense qu'on est loin d'en avoir vu le bout. Probablement que d'autres apparaîtront dans l'après-coup, même, je pense, parce que je crois qu'on a du mal à prendre, ne serait-ce que la mesure intellectuelle de ce qu'on a traversé là. Hein, mais les enfants, c'est eux les premières victimes, parce que entre l'école avec le masque, le confinement, où on les a traités pratiquement, comme le disait Lydia, de bombes virales, vous allez tuer papy, mamie, etc. Moi j'ai vu des choses délirantes, vous parliez de la délation, ça a rappelé vraiment, et là c'est pas un point Godwin, les heures les plus noires de notre histoire. Est-ce que les enfants pourront faire preuve de résilience et se remettre de tout ce qu'ils ont vécu? On peut l'espérer. Mais quand je parlais des faits d'après-coup à venir, je pense que les enfants feront probablement, malheureusement, partie de ces risques d'après-coup. C'est-à-dire que la manière dont ce qui se passe là peut faire retour à une autre occasion ultérieure, bien entendu. Lydia Guirousse. Concrètement, c'est quoi l'après-coup pour vous? Ça se manifeste comment? Et quand on est parent, on va donner l'information à nos auditeurs, si vous pouvez nous aider. Comment on fait pour aider nos enfants à vivre, à comprendre cette période-là et à aller de l'avant. Voilà, que ce ne soit pas quelque chose de noir, mais qu'on leur redonne de l'espoir et on va de l'avant. Il y a aussi des générations qui ont traversé des guerres, des vrais conflits, qui se sont reconstruits et qui ont réussi leur vie. Il ne faut pas être totalement dans quelque chose de très sombre. Comment on fait comme parents pour leur dire, allez, on y va, la vie est belle, on sourit et l'autre est une chance aussi. Bien sûr, il ne s'agit pas non plus d'être complètement de mauvais augure. Je crois qu'il faut parler avec eux, il faut les écouter. Enfin, ça, c'est la recette classique, habituelle, mais elle est extrêmement importante là, évidemment. Encore faut-il que les parents eux-mêmes soient rassurés. Et pour être rassurants, vous voyez, c'est tout l'enjeu est là. Et pendant la crise, c'était précisément ce qui manquait à chacun. C'est-à-dire que c'est pas une défaillance parentale, c'est que nous étions tous pris dans l'inquiétude, l'angoisse, la peur, tout ça réuni, et que je crois qu'on pouvait difficilement rassurer les enfants. Donc, bon, ce qui est quand même rassurant, c'est que nous avons tous été pris dedans. Il ne s'agit pas d'un traumatisme individuel. Donc, de toute façon, tout ça va se remanier sur un plan aussi collectif. Le récit de cette histoire va prendre une forme qui nous dépasse. Mais ça n'empêche pas qu'effectivement, avec chacun des enfants qui se posent des questions, ou peut-être même qui ne s'en posent pas, ça vaut la peine de discuter un peu de façon même légère de tout ça. C'est important. Françoise Cohen. Parler, oui, je pense que c'est indispensable. Ça me fait penser, moi, à ce film de Nanni Moretti, là, La vie est belle, où il parle à son enfant des camps, d'Auschwitz, etc., avec tellement de positivité, où il arrive presque à faire oublier ça à son enfant. Et petit clin d'œil qui va dans le même sens. Et tout à l'heure, Philippe nous rappelle qu'on a vécu tout ça, tous ces moments où on était coincés chez nous, qu'en effet, il y avait de la rubalise qui t'empêchait d'accéder au rayon des livres dans les supermarchés, ou au rayon, on avait le droit d'aller acheter que des culottes ou que des, je sais pas quoi. Mais même pas, moi j'attendais un enfant, je me demandais comment je pouvais acheter des vêtements pour nourrissons, puisque c'était pas essentiel. C'était pas essentiel. Comment je vais l'accueillir? J'ai l'impression d'avoir vécu un truc presque rigolo, en fait. Il faudrait peut-être presque se dire, allez, c'était un truc, c'était fou. C'était surréaliste, c'était démentiel. Il faudrait pas que ça recommence et qu'on s'y... Je vais faire une remarque là. Moi, j'ai une image qui m'est restée, c'est prendre une autoroute qui est toujours bouchée, qui était complètement vide, pour venir chercher mon matériel, pour faire les émissions depuis mon domicile pour Sud Radio. Et voir cette autoroute vide, ça me rappelait des mauvais films de science-fiction des années 70, après une guerre nucléaire, etc. Et est-ce que ça, c'est des images qui sont ancrées définitivement dans notre mémoire?
Stéphane Amar? Oui, alors à la fois on les oublie et puis elles reviennent potentiellement Oui, très c'est vite à l'esprit. On les oublie heureusement parce que notre esprit est fait ainsi que nous avons besoin de passer à autre chose. Et en même temps, on sent bien que dès qu'on on les réévoque, hein, comme vous le faites, et ben tout de suite ça nous revient à l'esprit. Elle est revenue en préparant Est-ce que l'émission. vous n'avez pas l'impression que c'était il y a très très longtemps? Moi j'ai l'impression que C'est 2 c'était dans une autre vie. S'il y a une chose qui peut revenir de ce premier confinement, c'est le temps qu'on a eu. Si on pouvait avoir le même printemps cette année, ce serait formidable. Et je voudrais vous poser une dernière question. Il nous reste 30-40 secondes. Demande à Macron, Lydia, Est-ce il va qu'on faire. pourrait vivre un 4e confinement? Ouh, alors ça m'appartient pas de le dire. Psychologiquement, j'entends. Je crois qu'on ne sait même plus à quel numéro de confinement on est. On a le donc, vaccin, on est je crois. Faut arrêter. Mais on sait aujourd'hui, depuis cet événement, que tout est possible. Et c'est peut-être ça, du coup, qui est extrêmement inquiétant pour nous, au fond. Hein. C'est que plus rien ne nous étonne. C'est ça la difficulté, enfin dans le pire, et puis du coup on peut aussi dire pour le meilleur quand même. C'est comme dans Homme-Femme mode d'emploi, le pire n'est jamais Oui. décevant. C'est sûr. Et le film est de Roberto Benigni, hein. La vie Pardon, est belle, hein, j'ai et dit pas de Nanni Nanni Moretti. Moretti. Pardon, Merci excusez-moi. beaucoup Stéphane Amar, docteur en psychopathologie Voilà. et psychanalyse. Moi, si on doit être confiné, je me confinerai avec Philippe Bilger. Ça vous va, Philippe? Ah oui, mais moi je ne sais pas si je partagerai votre sentiment. hein. Je vous comprends, Philippe Bilger. Pour terminer On a sur des une note de bonne psychologiques. humeur. 2 ans À après. moins que le docteur Amar soit au milieu de nous deux. 2 ans Je après. ne suis pas sûr, mais bon, ça se négocie. Avez-vous encore des séquelles du confinement? Et vous êtes 72,8% à dire oui tout de suite. La chronique présidentielle de Frédéric Brindel.